Bonjour. Donc, effectivement, je suis Emmanuel Fèvre, je suis diagnostiqueur depuis plus de 25 ans dans une société qui s'appelle Manexi. Et nous réalisons des diagnostics immobiliers, en particulier l'amiante et le plomb, avant travaux, mais également dans les cas de saturnisme depuis plus de 30 ans. Donc moi j'ai fait un petit peu tous les métiers du diagnostic, donc maintenant je suis responsable technique de ma société et je participe depuis une dizaine d'années à la commission de normalisation et comme on vient de vous le dire, j'ai l'honneur de la présider depuis 6 ans maintenant. Mon bail a été renouvelé pour 3 ans à la dernière référence. Donc aujourd'hui je vais vous parler du diagnostic en France, un petit peu son historique, ce que nous faisons réellement, les limites et ce qu'on espère pouvoir faire d'ici peu. Je vais la faire en 5 points, une petite introduction, mais qui va reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit sur les maladies liées au plomb en France, aussi bien du Code de santé publique que pour les travailleurs. Et après, je vais vous faire un petit historique sur l'utilisation du plomb et la réglementation en France, comment nous réalisons nos différents types de diagnostics. Vous verrez qu'il y a 3 types de diagnostics. Et je finirai par les limites et les problématiques que nous rencontrons. Et en conclusion, un petit récap et un petit peu mes souhaits personnels sur l'avenir de la réglementation en France et pourquoi pas en Suisse par la suite. Donc pour commencer, en introduction, c'est le nombre de maladies en plomb en France. Alors nous avons à peu près les mêmes sources, parce que pour le cas du saturnisme infantile, on estime entre 500 et 700 cas déclarés en France par an sur l'ensemble de la France. Donc en France, on est 68 millions d'habitants. Et plus particulièrement en Ile-de-France, que Manexi fait également du suivi de travaux et d'accompagnement des propriétaires dans le cas de saturnisme avéré sur l'Île-de-France. Il y a environ entre 150 et 200 cas de déclarés par an. Nous, personnellement, on en suit entre 50 et 100 dossiers par an. Parce que là, il y a une obligation des propriétaires de faire des travaux, et s'ils ne les font pas, c'est la préfecture qui les fait, et puis qui se rembourse sur nos impôts après. Donc, comme indiqué précédemment, on ne s'est pas consulté, mais on a les mêmes raisons d'intoxication par le plomb pour les enfants. C'est par les peintures. Et les enfants, ils ont la fâcheuse tendance à mettre les mains partout. Alors, ils peuvent arracher des écailles. Et dans les bâtiments, des vieux bâtiments à parquet, il y a plein de poussière dans les lames de parquet. Et quand ils marchent à 4 pattes, ils mettent de la poussière de plomb sur les mains, qui se lèchent régulièrement. Et c'est comme ça qu'ils sont intoxiqués. Et pour revenir à l'anecdote de précédente, moi j'ai vu dans mes premiers diagnostics où des enfants mangeaient de la peinture au plomb, c'est-à-dire qu'il y avait la trace des dents sur les peintures, et quand vous faisiez des mesures, là où il n'y avait pas de traces de dents, il n'y avait pas de peinture, là où il y avait des traces de dents, il y avait du plomb dans les peintures. C'est juste impressionnant. Au niveau professionnel, alors on a des chiffres, alors on diminue, donc les chiffres sont depuis 1991, non note 1, désolé, j'essaie de traduire, et on avait environ 75, il y a une trentaine d'années, il y avait environ 75 cas déclarés par an. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas plus, mais ceux déclarés, il y en avait environ 75 pour 14 millions de travailleurs. Et en 2021, la courbe elle a vraiment chuté parce que depuis les années, on voit bien d'après la courbe, depuis les années 2000-2010, on a conscience du risque plomb dans le travail, même s'il n'y a pas la réglementation qui est encore parfaite, loin de là, on a vu quand même une nette diminution des cas de plomb. Et les plombs déclarés actuellement, il y en a en dessous de 10 par an pour 20 millions de travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un cas pour 6 millions de travailleurs environ, déclarés. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais les déclarés avec symptômes, il n'y en a que 2. Voilà. Et les secteurs les principaux concernés, alors j'ai mis le BTP en premier parce que je suis du bâtiment, mais en fait le premier c'est plutôt l'industrie, pour tout ce qui est fabrication de batteries, tout ce qui est traitement des céramiques, etc. Les artisans, parce qu'il y a beaucoup moins de protection malheureusement chez les artisans. Et en 3 vient le bâtiment avec principalement les peintres et tout ce qui travaille sur les métaux, c'est-à-dire les charpentes métalliques, les chauffagistes, etc. etc. Donc on s'aperçoit qu'en France, faire une réglementation, c'est une des questions qui se passe. On a moins de 10 cas par an. Est-ce que ça vaut le coup de faire une réglementation plomb? Le débat existe toujours, il est toujours ouvert. En tout état de cause, on a un souci de plomb en France, qu'on a quand même des maladies. Donc l'utilisation du plomb en France, alors j'ai mis 3 grandes dates, je ne suis pas remonté au temps des Romains,
Mais en gros, avant 1948, il n'y avait pratiquement pas de restriction plomb dans France. Donc on va en retrouver partout. Essentiellement dans les bâtiments d'habitation, on avait encore pas mal de peintures décoratives qui comprenaient du plomb directement accessible à base de cérus qu'on se servait comme colorant, la cérus pour le blanc. Et on avait aussi le massicot pour des couleurs jaune-orangé. Et on les retrouvait aussi, les plombs, dans les mastiques. Par exemple, pour les mastiques de fenêtres, que ça servait de catalyseur pour augmenter le séchage. Donc en France, avant 1949, on en retrouve un petit peu partout. De 1949 à 1993, donc en 1949, il y a eu une première interdiction, on le verra tout à l'heure, une limitation du plomb. Donc on en retrouve presque plus dans l'habitat, on va le retrouver dans certaines pièces humides, parce que le plomb résiste bien à l'eau, et on va le retrouver sur les éléments métalliques, mais plutôt les éléments métalliques extérieurs. Les fameux garde-corps dont vous parliez tout à l'heure, ça on en retrouve encore couramment en France, jusque dans 93-94. Et en France, on considère qu'à partir de 94, le risque il est très faible, parce qu'il y a eu telle interdiction, telle restriction d'utilisation du plomb dans les peintures qu'on a quand même peu de chances d'en trouver dans les bâtiments, et encore plus dans les bâtiments à usage d'habitation. On va le retrouver que dans des peintures très techniques, dans les industries, etc. Donc pour l'instant, la réglementation en France, elle part de 1994, pour la réalisation des repérages. Un petit historique de la réglementation. Alors, je ne vous ai pas tout mis, je n'ai pas tout détaillé, rassurez-vous. Mais en fait, on s'en perçoit qu'il y a un risque plomb en France avant la Première Guerre mondiale, avant 1913, où il y a eu une première interdiction de poncer les peintures avec du plomb. Il fallait se protéger un minimum. Alors avant, on ne parlait pas de masque P3 comme on peut avoir maintenant, c'était plus un chiffon ou quelque chose comme ça. Mais on disait, attention, là, vous poncez des peintures dans lesquelles il peut y avoir du plomb. C'est interdit, où il faut se protéger. Après, donc, en deuxième date très importante, c'est 1948, avec l'interdiction d'emploi des peintures de céruse pour l'ensemble des professionnels du bâtiment. C'est pour ça qu'on ne les retrouve plus normalement dans les peintures décoratives des habitations. Et après, il ne s'est rien passé jusqu'à la fin des années 80, où on a eu vraiment un décret qui nous a dit qu'il fallait qui a mis l'accent sur la protection des travailleurs. Parce que très souvent, ce qui pollue le bâtiment, ce n'est pas forcément la peinture au plomb elle-même, c'est les travaux que nous réalisons sans protection, et on dissémine pas mal de poussière au plomb, puis on les amène d'une pièce à l'autre en marchant d'une pièce à l'autre. Et en 2003, l'interdiction dans tous les travaux de peinture de l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb. Donc cela, normalement, à partir de 2003, nous, on n'en trouve pratiquement plus. Au niveau des réglementations spécifiques au Code du travail, alors en Code du travail, donc c'est tout ce qui est des travailleurs, jusqu'en 2014, il n'y a rien eu. En France, les repérages plomb avant travaux, on les a commencés réellement que vers 2010. Avant, on n'en faisait pas. Et en 2010, c'était un petit peu, chacun faisait comme il voulait. C'est pas comme il voulait, c'est comme il lui semblait bien, mais il n'y avait aucune réglementation. Donc en 2014, il y a un organisme de santé au travail du centre qui a défini un guide qui expliquait pour lui ce que devait être un diagnostic plomb avant travaux. En 2021, on a enfin sorti la norme. Alors je dis enfin, alors c'est une des premières normes que j'ai validées, parce que cette norme-là, elle a mis 10 ans à apparaître. Parce qu'une norme en France, c'est un consensus entre tous les professionnels concernés par le problème, c'est-à-dire aussi bien les diagnostiqueurs dans le cas du plomb, que les entreprises, que les services publics, que les clients, etc. Donc on a réussi à sortir une norme, et qu'une norme assez légère, mais au moins qu'elle a le mérite d'exister et qui donne une trame pour faire les diagnostics. Donc normalement, les diagnostics que vous les fassiez chez Manexi ou chez un autre diagnostiqueur, vous avez une trame commune. Bon, elle est quand même assez large, donc pour l'instant, on est en train de retravailler dessus, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de lacunes. Mais cette norme ne porte que sur les peintures, que sur les revêtements. On a exclu de la norme les PVC qui peuvent contenir du plomb et tout ce qui est faïence dans lesquels il peut y avoir un glaçage au plomb. Alors pourquoi on les a exclus ? Les PVC, parce que ça génère très peu de poussière quand on va travailler dessus, donc on ne va pas avoir de génération de poussière de plomb. Et les glaçages de faïence, c'est que déjà nous on utilise essentiellement des appareils à fluorescence X qui sont faits pour les revêtements, donc les mesures sur les faïences ne sont pas forcément cohérentes. Et en plus, quand vous cassez de la faïence, vous allez avoir beaucoup de poussière. Donc qu'il y ait du plomb ou pas, vous avez quand même intérêt à vous protéger des poussières. Donc en France, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de diagnostic réglementairement obligatoire pour le Code du travail. En revanche, tous les chefs d'entreprise
Et les donneurs d'ordre ont une obligation de faire une évaluation du risque préalablement à des travaux qui tient compte du plomb. Donc c'est là où on a un petit peu, une incohérence, c'est qu'on dit qu'il faut le faire, mais on ne dit pas comment il faut le faire. Et puis surtout, on ne veut pas le dire. Pour le code de la santé publique, alors là, c'est beaucoup plus carré. Donc le code de la santé publique, c'est pour l'occupation, je pense que vous avez la même chose en Suisse, c'est l'occupation normale des locaux, c'est-à-dire vous et moi, quand nous allons travailler ou quand nous sommes chez nous. Donc en France, on a 2 diagnostics qui sont obligatoires. C'est en cas de vente ou de location de bâtiment et en cas de saturnisme avéré ou de forte suspicion. Donc, les premiers diagnostics datent de 1999, alors ce que s'appelait les états des risques d'accessibilité au plomb. Donc c'est le premier diagnostic qui a été fait, alors qui avait le mérite d'exister. Donc il y avait un seuil de positivité à 1 mg par centimètre carré quand on faisait des mesures avec fluorescence X. Alors le problème qu'a rencontré ce diagnostic, c'est qu'il n'y avait pas de normes, il y avait très peu de gens qui en faisaient, et surtout il fallait envoyer normalement les rapports dès qu'on avait du plomb aux préfectures pour signaler un risque potentiel. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de diagnostics qui ont été faits. Il n'y avait pas de normes, donc ça allait de mesures avec des appareils. Moi, j'ai eu entre guillemets le pire des cas. J'ai eu des rapports qui disaient « Je sous-signais monsieur Untel, architecte de mon État, certifie qu'il y a du plomb dans le bâtiment. » Point. Et le même, je certifie qu'il n'y a pas de plomb dans le bâtiment, sans mesure, sans quoi que ce soit. Donc, il y a eu 4 ans d'expérimentation, je vais dire, de ce premier diagnostic. Et en 2006, il y a une nouvelle réglementation qui est parue, c'est la certification des risques d'exposition au plomb, où là, on a un petit peu mieux cadré, où on doit refaire des mesures. Donc, c'est quasiment forcément à fluorescence X. On peut faire des prélèvements d'écailles également. On doit indiquer également les dégradations qu'il y a sur les peintures. Et on vient classer les mesures réalisées en fonction de ce risque-là. Et après, donc, en 2006, il y a eu un deuxième diagnostic qui a été créé, ce qu'on appelle, nous, les DRIP, c'est les diagnostics de risque d'intoxication du plomb dans les peintures. Donc, c'est les diagnostics qui sont réalisés lorsqu'un cas de saturnisme infantile est avéré. Donc, je le détaillerai un petit peu plus tard. En même temps, en 2006, pour faire un diagnostic plomb, il faut être certifié, c'est-à-dire qu'on a des formations et tous les 5 ans, maintenant c'est tous les 7 ans, on revalide notre certification. Et entre-temps, on doit prouver qu'on reste un petit peu informé de ce que nous faisons. Et en 2006 également, il y a eu, et ça c'est malheureusement, je veux dire, c'est que pour le cas des saturnismes infantiles, il y a une obligation de contrôle des poussières après travaux réalisés, pour s'assurer que si on a traité une chambre, on n'est pas allé polluer la chambre d'à côté. Et tout ça, après 5 ans d'expérience, il y a eu quelques petites précisions de fait sur ces diagnostics en 2011. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment sont réalisés nos diagnostics. Donc, dans un premier temps, le diagnostic santé publique et dans un deuxième temps, code du travail. Donc les machines utilisées, donc il y a une obligation réglementaire d'utiliser des appareils à fluorescence X capables d'analyser au moins l'arrêt K. Alors je crois qu'il y a des spécialistes en bas. Si vous voulez avoir plus de détails sur qu'est-ce que l'arrêt K pour le plomb, allez les voir, ils vont vous expliquer. En gros, on doit pouvoir aller mesurer des peintures qui sont recouvertes par différents revêtements, par un papier peint, par différentes couches de peinture, on peut aller faire une mesure en profondeur. Défini, c'est 1 mg par centimètre carré. En gros, en dessous de 1 mg, on considère qu'il n'y a pas de risque, je dis bien on considère, et au-dessus, il y a un risque, il faut faut avoir des précautions, donc regardez si le matériau est dégradé ou pas. Donc, ce diagnostic, donc, il est obligatoire pour tous les immeubles d'habitation, quand vous les vendez ou quand vous le louez, pour les bâtiments d'avant 1949, et il a pour but d'informer les propriétaires sur la présence de plomb et également d'identifier les zones, les situations les plus à risque. Et ce diagnostic, il est fait pièce par pièce, c'est-à-dire qu'on va analyser chacune des pièces les unes après les autres. Et dans chacune des pièces, on va définir ce qu'on appelle des unités de diagnostic, donc c'est soit les murs, soit les plinthes. Une unité de diagnostic, c'est un élément qui a le même aspect et le même historique. Dans une pièce, on va séparer les murs des cloisons. Ce n'est pas parce que c'est la même peinture visible qu'on va avoir la même peinture en dessous, donc on va faire des mesures distinctes entre les murs et les cloisons. Pareil pour les portes, etc. Et on doit réaliser un minimum de mesures, donc on doit faire au moins une mesure par élément de diagnostic si on a une mesure supérieure au seuil. Sinon, il faut en faire 2 ou 3 pour valider, parce que le plomb, malheureusement, il n'est pas réparti de façon uniforme. Et quand on trouve des mesures supérieures au seuil, on doit indiquer si elles sont dégradées ou pas. Donc si elles sont visibles, non dégradées, donc en bon état, ou très dégradées. Et en fonction de ce classement, ce que je vous disais, c'est qu'on va avoir un classement à 4 niveaux.
Le niveau 0, c'est qu'il n'y a pas de plomb, enfin, il y a du plomb inférieur au seuil. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de plomb, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Donc on considère qu'il n'y a pas de risque. Et après, on a un classement de 1 à 3 en fonction de la dégradation. Donc 1, c'est des plombs, des revêtements non dégradés. 3, c'est très dégradé. Et là, à partir de là, il y a des obligations pour le propriétaire. Dans notre rapport, on doit indiquer que le propriétaire, pour les classes 1 et 2, c'est-à-dire peu ou moyennement dégradés, on doit lui rappeler qu'il doit maintenir ses revêtements en bon état. Et si on a une unité de diagnostic de classe 3, c'est-à-dire fortement dégradée, il y a une copie du rapport qui est envoyée. Alors là, j'ai fait une petite faute de frappe, ce n'est pas à l'occupant, c'est au préfet. Et ce rapport, c'est le diagnostiqueur qui doit l'envoyer. On ne fait pas confiance au propriétaire. Et là, il y a une obligation de travaux. Et si le propriétaire ne le fait pas, c'est le préfet qui diligente ces travaux. Donc, il peut faire appel à des sociétés comme nous pour faire de la maîtrise d'œuvre. Et après, il se fait rembourser. Mais donc là, il y a vraiment une obligation de travaux et c'est assez suivi. Le drip. Alors, le drip, c'est un peu la même façon, sauf qu'on va se concentrer uniquement sur les matériaux sur les revêtements dégradés. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, on regarde dans un logement ou dans un bâtiment, là où les mineurs ils vont régulièrement. Alors en général, dans un appartement, c'est tout l'appartement. Si la chambre parentale, on la considère quand même dans un endroit où un mineur peut y aller. Et on va faire des mesures uniquement là où le plomb est dégradé. On sait qu'il y a déjà un petit peu de plomb. Et on va faire une description un petit peu plus de la dégradation. Et si possible, on va essayer de trouver l'origine. Est-ce que c'est parce qu'il y a la porte qui vient taper, parce qu'il manque un bloc-porte? Est-ce que c'est une fuite d'eau? Est-ce que c'est d'où peut venir la dégradation? Et le diagnostiqueur doit faire une préconisation de travaux. Alors c'est bien une préconisation, hein, comme il est sur place, il va dire là c'est plus facile de l'enlever si c'est une fenêtre. Par contre, si c'est un mur, c'est plutôt du recouvrement, sachant que c'est très compliqué d'enlever du plomb, une peinture au plomb sur un mur, parce que le support absorbe la peinture au plomb, donc même si on enlève la peinture, il restera toujours du plomb dans le plâtre qu'il y a derrière. Le diagnostic code du travail. Donc, comme je vous le disais, réglementairement, l'employeur a une obligation de s'assurer qu'il ne met pas en danger ses employés, vis-à-vis du plomb puis vis-à-vis d'autres choses. Mais réglementairement, on n'a pas d'outils. En gros, nous, on n'a pas de seuil réglementaire à partir duquel on considère qu'une peinture est positive. Donc normalement, un responsable d'entreprise, dès qu'on a une valeur supérieure à 0, il doit se poser la question, est-ce que j'ai un risque, est-ce que j'ai pas de risque, et qu'est-ce que je prends comme mesure pour ne pas exposer mes opérateurs. Donc l'objet du diagnostic plomb avant travaux, bon certes c'est de dire où il y a du plomb, mais c'est surtout avoir en tête, c'est un outil qui va servir à une évaluation des risques préalablement aux travaux. Donc là, la portée, c'est la portée de tous les éléments qui vont être concernés par les travaux. Alors quand je dis concernés, c'est dans le périmètre des travaux, c'est-à-dire que si vous faites une intervention uniquement dans un plénum, si vous devez appuyer votre échelle contre un mur, le diagnostic il va porter aussi sur le mur, parce que le travailleur il va mettre son échelle contre le mur, donc il risque de dégrader le mur, donc on doit aller chercher le mur. Ce qu'il faut penser dans le diagnostic code du travail, c'est tout ce qui est directement accessible, mais également tout ce qui va être découvert pendant les travaux. Contrairement au diagnostic santé publique, effectivement, je ne l'ai pas dit, c'est qu'on regarde que les peintures apparentes. C'est-à-dire que si vous avez un vieux mur qui a été doublé par une plaque de plâtre, dans le diagnostic santé publique, vous n'allez pas casser la plaque de plâtre pour voir ce qu'il y a derrière. Dans un diagnostic avant travaux, si les travaux prévoient de démolir le plâtre, il faut que dès votre diagnostic, vous alliez chercher, un petit peu comme en amiante, on fait des sondages destructifs pour aller voir tout ce qui peut être découvert pendant les travaux susceptibles de contenir du plomb. Alors, la méthodologie, elle est un petit peu la même, sauf que là, on ne parle plus d'unité de diagnostic, mais d'unité de repérage. On aime bien jouer sur les mots en France. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que pour le crêpe, on parlait pièce par pièce. Pour le plomb avant travaux, on a estimé que les gens, par exemple, vous faites une façade avec 50 fenêtres, c'était peut-être inutile de faire les 50 fenêtres, mais on peut faire une même unité de repérage, peut couvrir plusieurs pièces. Pareil, si vous avez un mur porteur qui sépare plusieurs bureaux, dont plusieurs bureaux ont accès, on peut considérer que c'est la même unité de repérage parce qu'elle a le même historique. Et le mur a été monté en même temps. Les peintures au plomb qui ont été mises dans les années 40, elles ont été mises en même temps et elles ont eu la même évolution. Donc une unité de repérage, ça peut être plusieurs pièces. Une unité de diagnostic pour le crêpe, c'est une pièce par pièce. Donc là, vraiment, la grosse différence, c'est qu'on fait des sondages destructifs. Donc, dans la réalisation des mesures, alors c'est là où la mise à jour de la norme va être vraiment importante, c'est que les appareils, on s'aperçoit que on a une grosse difficulté. Les appareils,
Ils sont performants, j'en ai aucun doute, mais c'est comme tous les appareils que nous utilisons, il faut connaître ses limites. Et on s'est aperçu que les limites que nous utilisions, c'est-à-dire on a un mode automatique, l'appareil s'arrête tout de suite quand il est inférieur ou supérieur au seuil, pour des valeurs assez basses, il n'est pas fiable. Donc il faut mieux mettre, on appelle le mode ce qu'on appelle arrêt opérateur, c'est-à-dire que c'est l'opérateur qui pose sa machine sur le revêtement, qui regarde la concentration qui fluctue en fonction de la valeur, elle va fluctuer en fonction de la durée de la mesure, et qui déclenche, qui arrête lui-même la mesure quand il estime que la mesure est fiable. Et ça, c'est vraiment un problème, c'est un de nos principaux problèmes, c'est comment bien maîtriser le fonctionnement de nos machines. Ils ont des spécificités techniques, ils sont utilisés en laboratoire, donc effectivement, quand on nous les vend, alors je crois qu'il y a des vendeurs d'appareils dans la salle, ils sont toujours beaux et merveilleux, mais il y a la réalité terrain, il faut avoir la connaissance de la réalité terrain, et ça pose quand même pas mal de problèmes. Et donc pour conclure, il faut que les mesures soient cohérentes. Nous, on a estimé qu'il fallait que 2 mesures cohérentes par unité de repérage. Alors ça va plus si elles sont plus grandes, et c'est là pareil, je pense que la révision de la norme, on va retravailler beaucoup là-dessus, parce qu'on s'aperçoit que cette cohérence de mesure est assez, c'est assez flou, et ça a besoin d'être retravaillé. Et donc dans notre rapport actuellement, ce que nous faisons, c'est qu'on liste toutes les mesures, donc y compris celles qui sont supérieures au seuil et inférieures à un seuil défini, avec surtout on précise l'incertitude de la mesure, parce que c'est bien d'avoir une mesure, mais quand on n'a pas l'incertitude, on ne sait pas trop où ça va, parce que les appareils ont des limites. Et très souvent, ce qu'on nous demande, c'est de lister les mesures qui sont supérieures à un seuil, voire de les cartographier. Et si on fait des prélèvements d'écailles, parce que je n'en ai pas parlé, mais on peut faire de temps en temps des prélèvements d'écailles quand la mesure n'est pas réalisable, soit parce que la surface est trop petite, soit parce que la mesure, on a beau en faire avec l'appareil, on a des mesures qui sont totalement incohérentes, donc on joint des PV d'analyse. Alors moi, en 25 ans de diagnostic plomb, j'ai dû faire 5 analyses, enfin 5 fois des analyses. C'est quand même très peu courant, on en voit assez peu. Alors, les limites et les problématiques que nous rencontrons. Alors, pour le diagnostic santé publique, je vais faire un petit cocorico, ça marche plutôt bien. Le CREB, donc, il est défini par un arrêté qui définit comment sa méthodologie. Il a été reprécisé dans une norme qui date de 2008. Et depuis 2008, personne n'a estimé que c'était judicieux de la reprendre. Elle n'est pas parfaite, mais je pense que les informations que nous en tirons sont plutôt pas mal. Pareil pour ce que j'ai appelé le DRIP, donc le diagnostic en cas de saturnisme infantile avéré. Ça marche plutôt pas mal. Alors ça marche plutôt pas mal à Paris, parce qu'il y a une grande disparité entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans les régions. Pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas les mêmes moyens à Paris et en Île-de-France pour traiter ça. Et en région, moi je vois, j'habite Bordeaux, les personnes qui doivent s'occuper de ça en agence régionale de la santé, elles n'ont peut-être pas forcément la connaissance sur le risque plomb, et que surtout ils ont beaucoup de choses à gérer et qu'ils ont un petit peu c'est pas leur sujet principal. Donc ça marche très bien en région parisienne. On a de plus en plus de demandes en province, mais ça reste encore un petit peu à améliorer. Et pour le code du travail, alors là nous on a un gros problème, c'est comme je vous disais, on n'a pas de seuil de positivité. Donc on a une grande disparité dans l'interprétation de nos rapports. C'est-à-dire qu'il y a des inspections du travail qui vont considérer qu'au-dessus de 0, il faut faire le Barnum un petit peu comme en amiante. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, il faut faire des procédures, faites des chantiers-tests, et puis voyez un petit peu au fur et à mesure. Donc on a une très grande disparité. Et une des gages de notre mise à jour de la norme, c'est essayer de réduire ces disparités, mais ça va être assez compliqué. Et malheureusement, la direction du travail de la DGT, donc la Direction générale du travail en France, nous a clairement dit qu'elle ne mettrait pas de seuil et que c'était à nous de nous débrouiller. Donc on va essayer de faire au mieux. Les autres problématiques, je vous disais, c'est les appareils. Alors pour l'instant, il y a une obligation réglementaire qui impose une technique pour les appareils, c'est-à-dire que ça doit être des appareils à fluorescence X pouvant lire l'arrêt K. C'est les seuls qui sont autorisés pour réaliser les diagnostics santé publique. Alors, il y a un avis qui vient de sortir, alors il est tout neuf, il date du mois de juillet de l'ANSES, donc c'est l'Institut national de sécurité sanitaire et alimentaire, je crois. Je ne sais plus exactement les ANSE, c'est pas un acronyme parfait. Donc il vient de sortir une étude qui avait été demandée il y a 2 ou 3 ans et qui préconise de changer un petit peu les modes de sélection des appareils, c'est-à-dire ne plus utiliser
une technique, mais plutôt imposer un protocole pour avoir des résultats fiables. Donc ça va sûrement ouvrir la porte à d'autres types d'appareils. Il y en a qui sont déjà dans les starting blocks, qui sont déjà prêts à la vente. Il y en a même en bas, si vous voulez aller voir. Et donc on attend, comme c'est une obligation réglementaire, donc pour pouvoir changer ces types d'appareils, il va falloir changer la réglementation. Donc c'est toujours un petit peu lourd. Donc normalement, l'avis de l'ANSES est sorti au mois de juillet. On nous avait dit que c'était dans le trimestre qui suivait qu'on aurait dû avoir la modification de la réglementation. Alors je peux vous assurer que ça ne sera pas avant 2026. Donc on espère que enfin on va avoir une évolution, parce que là pour l'instant en France on n'a qu'un seul fabricant et qu'un seul vendeur, donc qui est compétent, hein, mais c'est bien d'avoir un petit peu de concurrence. Et après le risque c'est de voir, on espère que ça ne va pas non plus trop élargir. Pour l'instant on est vraiment, on a imposé quelque chose de très fort. Le but c'est de ne pas trop élargir non plus. Et ça va entraîner forcément une formation des diagnostiqueurs à ces nouveaux appareils. Donc pour conclure, en France, c'est avant 49, warning, risque partout pour les occupants et les travailleurs. Entre 1950 et le début des années 2000, normalement, on n'a plus trop de risques pour les occupants et en particulier pour le saturnisme infantile. Mais il faut se méfier quand même en cas de travaux. On va retrouver, nous, ce qu'on trouve souvent dans ces années-là, donc c'est tout ce qui est métal et tout ce qui est peinture au sol dans les parkings. Là, les peintures jaunes, elles sont très souvent plombées. Et les points clés, c'est de définir, alors je n'ai pas de leçons à donner en Suisse parce qu'en France on n'est pas capable de le faire, donc je ne vais sûrement pas m'amuser à donner des leçons, mais ce qu'il y a de vraiment, c'est de définir des limites claires, et en particulier des seuils. Et après, alors ça c'est un petit peu ce que je prêche, donc je l'ai mis là, parce qu'on m'a donné la parole, donc, et puis je le donne aussi quand je suis en commission de normalisation, c'est que je pense qu'il faut prévoir des contrôles après travaux. En France, ils sont obligatoires uniquement dans le cas de saturnisme infantile, où on fait des prélèvements de poussière. Je pense que c'est bien et c'est utile. Et nous, on a de plus en plus de clients qui nous le demandent, hein, pas forcément dans les cas de bâtiments d'habitation, mais également des cas de bâtiments de bureaux, c'est de faire des examens visuels. C'est-à-dire qu'on va les vérifier que les travaux réalisés, un petit peu comme en amiante, sont bien réalisés. Et on fait même des fois refait des mesures. Et c'est là où on s'aperçoit que quand vous avez une peinture au plomb sur un mur plâtre, il n'y a plus de peinture, vous refaites la mesure, vous avez encore des concentrations en plomb qui sont assez fortes parce que le plâtre a bu la peinture. Donc je pense que c'est judicieux de prévoir dans un chantier, c'est de savoir ce qu'on a au début, mais s'assurer qu'on ne va pas replomber et polluer la zone après les interventions. Voilà un petit peu pour un résumé de la réglementation en France. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Une question qui anticipe peut-être une des prochaines présentations. Pendant l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, quelles ont été les mesures pour protéger les habitants de la poussière de plomb emportée par la fumée ? Personnellement, j'ai plutôt vécu le cas à la Tour Eiffel pendant leurs travaux. Ils avaient mis des panneaux partout. Lavez-vous les mains, ne portez pas vos mains à la bouche. Comment on fait Alors c'est un grand débat. C'est qu'il y a beaucoup de mesures qui sont sorties suite à l'incendie de la cathédrale de Paris de Notre-Dame. Le problème, c'est que tout ce qui est mesure, il faut pouvoir la comparer. Donc, effectivement, il y avait des valeurs positives, mais nous, on fait des mesures dans des appartements depuis 2005, et on trouvait du plomb déjà. Donc, est-ce que l'incendie de la cathédrale a eu un effet pour le booster ? Sûrement, mais quel est le boost, quel est l'impact ? On n'en sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu effectivement, ça a réveillé la notion plomb chez chacun, et que nous, on a eu beaucoup d'appels, soit de particuliers, et beaucoup dans les écoles aussi, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites dans pas mal d'écoles, donc on a eu pas mal de cas dans les écoles. Et c'est là où on s'est aperçu qu'on avait des concentrations qui étaient... Alors déjà, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites un petit peu en dépit du bon sens, parce que des mesures faites en extérieur, des prélèvements de poussière au sol faites en extérieur, vous le faites la veille d'un jour de pluie, vous allez en trouver beaucoup. Vous le faites le lendemain d'un jour de pluie, vous n'en retrouvez pas du tout. Puis vous le refaites une semaine après, vous allez en retrouver. Donc on a eu pas mal de demandes. Ça a permis de faire une petite piqûre de rappel sur, je pense, sur tout ce qui est logement qui reçoit tout ce qui est bâtiment qui reçoit des enfants, les crèches et les écoles. Mais on n'a pas eu de... La réglementation n'a pas évolué. Malheureusement, on n'a pas de seuil pour suite à des travaux, on n'a pas de seuil de réception pour les travaux. Je vais prendre la question d'après. Est-ce que vous avez la question c'est qu'est-ce que vous avez comme
Solution pragmatique, est-ce qu'on analyse seulement dans les bâtiments d'avant 1950 ou est-ce qu'on peut, en fonction de l'utilisation du bâtiment, se dire qu'on fait un diagnostic plomb ou pas, ou alors est-ce qu'on doit généraliser le diagnostic plomb? Alors, avant travaux, alors, pour la santé publique, je pense que ce qu'on a en France, 49, me paraît pas mal. Après, si on a des peintures très dégradées, oui, il faut le faire. Pour le plomb avant travaux, c'est quand même judicieux de faire, je pense que jusqu'aux années 2000, nous, ce qu'on dit toujours, c'est quand on fait le diagnostic amiante, on fait le diagnostic plomb. C'est qu'il faut se protéger des risques. Donc, moi, pragmatique, je pense qu'on fait un diagnostic amiante pour faire un diagnostic plomb. Pour les avant-travaux, après, pour le code de la santé publique, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire de le... Après, je ne suis pas médecin, mais... Et depuis 2000 que la réglementation existe, en aucun cas dans la DGS n'a eu, enfin la Direction générale de la santé n'a évoqué le fait d'étendre les obligations code santé publique aux bâtiments post-1948. Donc je les crois. Merci. Et puis pour les diagnostiqueurs non genevois, à Genève, c'est un diagnostic qui se pratique effectivement quand on prévoit des travaux sur des peintures type décapage, sablage, tous les travaux qui vont générer potentiellement des poussières de plomb. C'est un diagnostic qui, du coup, n'est pas obligatoire dans le cas d'une démolition. Donc voilà, si ça peut inspirer d'autres cantons. On a une norme, mais après, les normes françaises sont très, très lourdes par rapport aux normes suisses, où nous, on est plus latin, donc il faut bien cadrer ce qu'on doit faire, tandis que vous essayez plus vous donnez des directions, et en général, ça suit un petit peu mieux. Nous, on est obligé, le français a toujours tendance à voir ce qu'il ne peut pas faire, et voir ce qu'il ne peut pas faire, voilà. Donc, mais j'incite quand même à... Parce que le plomb, on parlait des autres métaux, si on se protège du plomb, forcément, on va diminuer les poussières, on va mettre des protections. Un cas qui est vraiment une solution facile à mettre en place, c'est de mettre des pédiluves à la sortie des chantiers pour éviter d'amener avec vos semelles des poussières de plomb à l'extérieur. Si je dois dire une chose en cas de chantier, vous avez un doute sur le plomb, mettez un pédiluve à la sortie de vos chantiers et vous verrez que vous allez déjà beaucoup moins polluer à l'extérieur. Merci. Puis ça coûte pas cher. Je propose qu'on vous libère et qu'on passe à l'intervention suivante. Merci beaucoup. Merci.